Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. C'est parti pour le sommaire. Voile, invité exceptionnel dans quelques instants. Nous aurons avec nous Louis Burton, le skipper évinois terminé 3e du dernier Vendée Globe. Il répondra à toutes nos questions. Course automobile, coup de projecteur sur Jean-Pierre Garcin, le copilote originaire de Montesson a participé cette année à son 22e Dakar. Il a terminé une très belle 11e place. Son portrait est à suivre dans ce magazine. Multisport, nous recevrons également dans cette émission Jean-Christophe Maisonneuve, un adepte du coaching mental. Il aide notamment plusieurs sportifs yvinois, dont l'équipe de volleyball de Conflans-Andrézy-Jouy. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TB78. Je vous le disais dans les titres, invité exceptionnel dans ce 7-8 Sport, Louis Burton, le skipper évinois qui est arrivé 3e du dernier Vendée Globe, est avec nous via écran interposé. Bonsoir Louis Burton. Bonsoir à tous. Alors avant de vous poser des questions sur la course, on va tout d'abord vous poser cette question. Est-ce que vous avez pu récupérer ? Est-ce que vous êtes quand même reposé ? J'ai quand même eu le bonheur de retrouver un lit confortable avec une couette, mais j'avoue être encore un peu perturbé dans mon rythme de sommeil. Donc voilà, puis la pression retombe, donc les douleurs apparaissent un petit peu partout dans les jambes et tout, mais bon, ça va. Heureux d'être à terre quand même. Alors vous êtes donc arrivé le 28 janvier dernier dans la nuit. Vous êtes à ce moment-là 2e. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à boucler ce tour du monde en solitaire et sans escale ? On est très très content et très fier d'approcher la Terre au bout de 80 jours de course. Il y a malheureusement énormément de difficultés et d'écueils sur un tour du monde à la voile, donc beaucoup de personnes qui abandonnent aussi. Et c'est vrai que quand on arrive à passer entre les gouttes, on est très content. On oublie un peu le classement. On a vraiment hâte de retrouver les proches et que ça soit terminé. Voilà, donc. C'est un super moment. Et puis quand on termine comme ça dans les avant-postes, évidemment, on a une fierté sportive importante. Vers qui on se tourne tout de suite quand on arrive à terre, au Sables d'Olonne ? C'est vrai qu'on attend sortir comme ça de la nuit le premier semi-rigide qui vient nous chercher au large. C'est un grand moment d'émotion. Et puis on essaye de voir qui est à bord des différents bateaux qui s'approchent. Quand les premiers proches, c'est d'abord l'équipe technique qui monte à bord du bateau pour aider le solitaire qui arrive fatigué, qui a plus trop les repères proches de la côte. Et puis très rapidement, on a hâte de retrouver sa douce et la prendre dans les bras, ses enfants, son frère, sa famille proche, ses amis, quoi. C'est ça qui est très important et qui nous manque pendant ce grand voyage autour du monde. Alors vous avez finalement terminé à la 3e position et Yannick Bestaven nous passe devant pour remporter ce Vendée Globe avec les compensations suite au sauvetage de Kevin Escoffier. Boris Herrmann, lui, percute un bateau de pêche quelques heures avant l'arrivée, ce qui vous permet de finir du coup sur le podium. Une réaction par rapport à ça, c'est encore un fait de course incroyable dans ce Vendée Globe 2020. Oui, c'est sûr. En fait, les bonifications... elles ont été plus ou moins importantes en fonction du nombre d'heures qu'ont passé les 4 marins à se rapprocher de Kevin Escoffier. Et Boris Herrmann avait une bonification et voilà. Et c'est vrai qu'en matière de voile et en matière de sport, il faut y croire jusqu'au bout parce que il allait nous passer devant grâce à ses bonifications. Et puis finalement, à son tour, il rencontre un problème qui lui fait perdre du temps, cette collision. Et donc finalement, sa bonification ne lui suffit plus à doubler les bateaux qui sont devant lui. Donc voilà, c'est le malheur de l'un qui fait le bonheur de quelques autres. C'est vrai que c'est un peu difficile pour lui parce qu'il avait fait une belle course, mais en effet, du coup, de ma 2e place, je devais rétrograder à la 4e et puis finalement, je rétrograde que à la 3e. Alors finalement, dans ce Vendée Globe, tous les skippers ont eu des mésaventures, on peut le dire. Au départ, en novembre dernier, vous avez connu un faux départ, par exemple, vous. Comment on se remet de ce faux départ ? Est-ce que ça a vraiment pesé finalement sur cette course ? C'est très difficile de gérer comme ça un faux départ parce qu'en fait... on coupe la ligne quelques secondes trop tôt. Là, en l'occurrence, je suis coincé à droite par un autre bateau qui m'empêche de glisser sous le vent et ralentir.
Je suis pas prioritaire, donc j'ai pas le choix. Je suis obligé d'avancer vers la ligne. Et au moment où je me dis je vais partir au vent et je vais faire un tour sur moi-même, ben, je suis trop proche du bateau militaire qui était en bout de ligne pour être en sécurité. Donc on n'a pas trop le choix, on va tout droit et là on sait parce qu'on connaît le tarif, on sait qu'on va prendre 5 heures de pénalité. Donc c'est très énervant, ça donne envie d'aller encore plus vite. Et ben voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette première pénalité qui m'a passablement énervé en effet. Alors, l'un des moments peut-être les plus difficiles de votre course, c'est cet arrêt sur l'île Macquarie au sud de l'Australie. C'était en décembre dernier, le 21 décembre. Vous deviez effectuer de grosses réparations. Est-ce que c'est le moment le plus difficile peut-être de votre course? Oui, c'est l'ensemble de cet épisode a été la plus grosse épreuve pour moi, puisque en fait ça commence par des problèmes de pilote automatique qui sont très compliqués, quasiment ingérables. Donc à ce moment-là, avec le bateau Bureau Vallée, on est à la deuxième position. On n'a pas envie de lâcher ça et on est contraint et forcé de lâcher ça parce que en solitaire, ben, on ne peut pas manœuvrer, continuer la course sans pilote. Et puis, en essayant de réparer ce pilote, le bateau va un peu où il veut. Il y a plusieurs manœuvres qui se passent de manière involontaire, et donc cette casse en fait de mât qui m'empêche ensuite d'utiliser ma grand voile dans des conditions convenables. Et donc voilà, il faut ensuite trouver une solution pour réparer. Donc il faut grimper tout en haut du mât, tout seul. J'essaye de le faire au large, ça marche pas, c'est trop risqué, trop dangereux, je me fais mal. Donc on cherche une option, voilà, d'aller trouver un peu d'abri. Et donc on a été sous cette terre du bout du monde. On peut pas s'arrêter, donc c'était juste pour casser les vagues et pouvoir monter dans des conditions acceptables pour aller faire ce gros travail là-haut. Et puis une première fois, j'y arrive pas, je monte une deuxième fois. Et puis là, je pense que c'est bon et je repars et ça recasse alors que je suis reparti. Donc il faut à nouveau remettre énormément d'énergie pour revenir et recommencer encore une fois. Et donc ça a été une série d'épreuves dans l'épreuve qui ont été en effet extrêmement difficiles physiquement, moralement, retrouver le courage de remonter pour repartir. Et voilà, bon, au final, quand on connaît le résultat ensuite, ben on se dit qu'on a bien fait et que ça valait le coup. On va justement regarder une petite vidéo que vous aviez enregistrée justement sur cette île Macquarie. Et on revient juste après. Je sais pas si vous voyez bien le bateau. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. Ah, j'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la JV et on va allumer pour rentrer au sable. Une réaction par rapport à cette vidéo, Louis Burton? Elle a fait le tour du monde, cette vidéo. Ben, c'est du full direct, réel, sans filtre. Et c'est vrai que quand on est là-haut et puis que c'est bon, on pense que c'est bon. Il y a une explosion de joie, d'émotion. On est terrorisé. On voit sur la vidéo le mousqueton qui me tient. J'arrive plus à le fermer parce qu'il est tordu. On voit qu'il est ouvert. On a peur de tomber. On sait qu'on est tout seul et que si ça se passe mal, c'est terminé. Donc pas que pour la course. Donc c'est énormément d'émotions, de sensations fortes et d'adrénaline à haute dose et voilà. Et c'est une joie qui est aussi forte que la déception que l'on a quand on pense que l'on va devoir abandonner. Alors justement, est-ce que vous avez pensé à l'abandon à ce moment-là? J'ai entendu dire que votre team vous avez soutenu, vous avez encouragé, motivé pour continuer cette aventure. Est-ce que ça a été le cas? Ah oui, c'est vrai que les problèmes de pilote automatique, vous savez que l'issue, elle est la même pour tout le monde. Plus de pilote automatique, plus de course, et il faut abandonner. Donc, on essaye pendant des heures et des heures et des heures, ça veut pas, ça fonctionne pas. Donc, à un moment donné, on est quand même au milieu de rien, on n'a pas trop le choix, donc il faut bien tenir la barre. Et puis, vous tenez la barre jusqu'à quasiment l'épuisement
l'épuisement complet. Ça faisait déjà 24 heures ou un peu plus que j'avais pas dormi. Il a fallu barrer. Et puis au bout de 17 heures de barre, j'en pouvais plus. J'avais vraiment plus du tout d'énergie. Et ça, c'est les miracles de l'informatique et de l'électronique. Au bout de ces 17 heures, j'éteins et je rallume le pilote. Et puis ça se remet à marcher. Alors pourquoi? On ne sait toujours pas. Et ça m'a permis de continuer. Et puis voilà. Et puis après, avec cette grand voile qui voulait plus monter, c'est pareil. Je pensais vraiment aller en Australie parce que sans grand voile, vous pouvez pas faire la course non plus. Et puis finalement, on a trouvé cette solution et voilà. Et puis après, il y a eu l'incendie dans le poteau noir au retour. Là, il y avait plus d'énergie du tout dans le bateau. Donc j'étais déjà en train de choisir le port où j'allais atterrir au Brésil. Et puis en faisant les fils, comme on dit. Dans le jargon des voleurs de voitures, on a fini par réussir à remettre en route un petit peu d'électricité pour avoir le pilote et continuer le Vendée. Alors, on va parler de l'avenir maintenant. Louis Burton, est-ce qu'il s'inscrit chez Bureau Vallée? Je crois avoir lu que c'était prévu que vous soyez chez Bureau Vallée jusqu'en 2025. C'est le cas? Ouais, c'est beaucoup de chance. C'est une période très compliquée et dans laquelle il faut mesurer encore plus que d'habitude la chance que l'on a d'être accompagné dans notre sport, dans notre passion par un partenaire, un sponsor. Moi, ça fait 10 ans. On entre dans la 11e année de notre collaboration et qu'ils me renouvellent leur confiance de cette manière-là, ça me touche au plus profond de moi. Et c'est vrai qu'avant le départ de la course, on s'était dit qu'on continuerait au moins une année après le Vendée Globe, mais là, ce contrat-là, ce deal de repartir encore pendant 5 ans, c'est formidable et évidemment c'est très motivant pour toute l'équipe, pour moi-même. Et puis en plus, on va pouvoir le faire probablement soit avec un Bureau Vallée 2 amélioré, soit avec un nouveau bateau. C'est des choses qu'on annoncera demain et voilà. Et c'est une chance énorme, encore plus dans le contexte. Oui, un nouveau bateau plus performant, c'est ça? C'est ce que vous recherchez? Forcément? Oui, alors la magie de la technique, c'est qu'il y a plusieurs options, soit construire un nouveau bateau, soit en acheter un et revendre celui-ci, ou alors même modifier celui-ci. Il y a plein de possibilités et on a travaillé activement depuis que je suis rentré sur toutes ces possibilités-là et voilà, on aura des jolies choses à dire demain. Une dernière question, tout simplement. Une victoire, ça sera l'objectif sur le prochain Vendée Globe? Ou en tout cas une deuxième place, mieux que cette année? C'est vrai que quand on coupe la ligne d'arrivée d'une course comme le Vendée à la deuxième position, le mieux qu'on puisse viser après, c'est la première. Donc ça sera clairement l'objectif du Vendée Globe dans 4 ans pour moi. Et entre-temps, on va essayer de faire mieux sur les Transats Jacques Vabre et sur la route du Rhum. Donc ma meilleure place c'est 5e sur ces courses-là. Donc on va viser mieux, on va viser un podium sur ces courses. Merci à vous Louis Burton, on vous souhaite le meilleur et surtout de bonnes vacances. Je crois que vous allez bientôt partir en vacances. On vous souhaite de bien vous reposer et on continuera évidemment à vous suivre sur TV à 78. Merci Louis Burton. Alors on va maintenant ouvrir une page sport automobile. Un Yvelinois a terminé le Rallye Dakar cette année. Son nom, Jean-Pierre Garcin, le copilote originaire de Montesson aux 22 participations sur cette épreuve, s'est classé à une belle 11e place. Son portrait, des images de Grégory Canalet, un montage de Matteo Luxero et Marine de la Barbée. Il a brillé sur les dunes d'Arabie Saoudite en janvier dernier. Jean-Pierre Garcin est l'un des meilleurs copilotes sur le Rallye Dakar. Cet habitant de Montesson est arrivé en 11e position avec son coéquipier Christian Lavieille. Notre objectif, c'était de faire 10 dans le Dakar. On a fini 11e, voilà. On a pendant longtemps été 10e et puis on s'est fait rattraper par un pilote très connu, c'est Cyril Després, un ancien vainqueur en moto. Et c'était pas grave parce que les moyens n'étaient pas du tout les mêmes, voilà. Donc on était plutôt satisfait de la course, quoi. Jean-Pierre Garcin et les courses automobiles, cette histoire commence dès l'enfance. Passionné de voitures et de motos, le sportif grandit avec un père garagiste et un oncle pilote. Il commence à faire des compétitions en amateur à 25 ans avant de se spécialiser dans les 4x4. Le Montessonnais dispute son premier Dakar en 1996 en tant que copilote, un rôle qu'il ne quittera plus. Pour être pilote, il faut avoir du talent.
Voilà. Et moi, je me suis amusé pendant longtemps à faire des courses de voitures en amateur, mais j'avais surtout pas le talent. Alors, tous les pilotes peuvent faire le Dakar, hein, c'est qu'une question d'argent. Mais après, pour rouler à un rythme élevé et tout, il faut avoir du talent, voilà. Et donc là, je l'ai pas, donc ça m'a jamais effleuré l'esprit. Aujourd'hui, à 58 ans, Jean-Pierre Garcin a disputé 22 Dakar dans sa carrière, une expérience précieuse dans la navigation. Mon rôle, c'est de lui donner le maximum d'informations le plus précis possible dans la voiture à un moment donné. L'expérience joue beaucoup, quoi, parce que le désert, partout dans le monde, il est le même. En Chine, en Arabie Saoudite, en Afrique, en Australie, le désert, ça revient toujours à la même chose. Là, la connaissance du terrain, elle est très importante, quoi. Savoir le visuel, savoir ce qu'on va rencontrer, c'est primordial. Cette histoire d'amour entre Jean-Pierre Garcin et le Dakar n'est pas prête de se terminer. L'Yvelinois pense déjà à repartir l'année prochaine. Le jour où tu n'en as plus envie, tu n'y vas plus. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Et franchement, cette année, ça a tellement été agréable que je ne me vois pas ne pas y aller. Voilà, donc on pense déjà comment on va y aller, ça c'est vrai. Il espère cette fois-ci finir dans le top 10, un dernier objectif avant de terminer sa carrière à 60 ans. Du cyclisme à présent, la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli ce week-end les championnats de France Handisport 2021, l'un des derniers rendez-vous avant les Jeux paralympiques de Tokyo. Une dizaine d'athlètes de haut niveau a participé à ce rendez-vous. Parmi eux, le binôme François Perby-Raphaël Bogillier, le duo a raflé le triplé de vitesse en poursuite et au kilomètre, tout cela sans réelle préparation, de bon augure pour les JO de Tokyo. Toujours en cyclisme, à une centaine de mètres du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'île de Loisirs va accueillir les championnats de France de cyclocross ce dimanche 21 février, au programme des courses cadettes, juniors, hommes et femmes, ainsi que des courses masters. Le rendez-vous a reçu le feu vert des autorités. Le rendez-vous sera organisé à huis clos à cause du contexte sanitaire. On va maintenant parler de coaching mental. Pour parler de cette thématique, nous avons avec nous en plateau Jean-Christophe Maisonneuve. Vous êtes préparateur mental de l'équipe masculine de volleyball de Conflans-Andrézy-Jouy. Vous vous occupez également de plusieurs athlètes yvelinois. Alors, tout d'abord, en quoi consiste votre métier ? Alors, déjà, j'aime à dire préparateur mental et pas coaching mental. On est comme un préparateur physique, mais pour le mental. La préparation mentale, elle est au service de la performance d'un individu ou d'un collectif en travaillant de manière spécifique sur des habiletés mentales. Ce qu'on appelle les habiletés mentales, ça va être tout ce qui va être gestion des émotions, du stress, la confiance en soi et autres. Alors, vous travaillez avec des clubs comme Conflans, par exemple, en volleyball. En quoi consiste votre métier avec eux ? Comment vous les suivez au quotidien dans une saison ? Alors en fait, il y a deux approches quand on travaille avec un club et un collectif. On va avoir une approche individuelle et une approche collective. Donc il faut que je puisse connaître chacun des individus pour connaître leurs habiletés mentales dont je parlais, leur type de réaction en fonction de quelle situation, comment ils réagissent en fonction de quelle situation de stress, quelle situation de match, et vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis du collectif. Et ensuite, je suis aussi présent aux entraînements et surtout aux matchs pour pouvoir distinguer, voir les situations collectives des réactions individuelles. Par exemple, vous analysez des faits de jeu, par exemple, et la réaction du joueur, c'est bien ça ? Oui, c'est-à-dire que moi, mon approche n'est pas du tout technique. Je me détache complètement. Il y a un staff qui est vraiment performant pour ça. Je suis plus sur l'observation qui va être sur du comportement. Un comportement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un comportement de performance, c'est lié à une pensée qui va générer une émotion et qui va générer un comportement. Et c'est le cercle qui peut être vertueux, mais qui malheureusement peut être vicieux. Du coup, plutôt sur des phases négatives peut-être ou pas ? L'un ou l'autre, c'est-à-dire que je vais capitaliser sur les réactions positives. Et évidemment, quand il y a des événements plutôt négatifs, on essaie d'analyser après avec le sportif quels sont les types d'émotions qui sont passées par là et de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une frustration par rapport à un objectif qui s'était fixé dans sa tête ? Est-ce que c'est une frustration même par rapport au regard de ses coéquipiers, voire de son entraîneur ? Ou une frustration tout simplement parce qu'il n'arrive pas à mettre en place en match ce qu'il a travaillé à l'entraînement. Alors vous êtes un ancien sportif, hein, vous avez pratiqué du sport. Est-ce que ça vous aide justement à peut-être être plus crédible peut-être aux yeux des personnes que vous préparez ? Plus crédible, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'y trouve la source alors je ne vais pas dire mon inspiration parce que
j'ai quand même bénéficié de différentes formations pour être préparateur mental, mais effectivement, j'ai joué au rugby en première division, j'ai joué au volley au niveau national aussi, et les phases de jeu qui, à l'époque, n'étaient pas du tout reliées à... On n'associait pas du tout ce qu'on vivait à de la préparation mentale, on le vivait et puis il fallait le vivre. Et il fallait avoir un mental d'acier, on va dire, sinon on était ce qu'on considérait comme une chochotte. Ce que certains, malheureusement, considèrent encore la préparation mentale pour les gens qui ont des problèmes psy ou qui ne sont pas bien dans leur tête. Est-ce que le coaching mental aide à la performance réellement? C'est censé être l'objectif premier. On va travailler, la performance pour moi c'est le potentiel de chaque individu moins les interférences. Les interférences, j'en parlais, ça peut être un discours, ce qu'on peut appeler un discours interne, la façon dont on va se parler, qui est plus ou moins positive. Des joueurs de tennis par exemple, quand ils n'arrivent pas à mettre en place les choses, ils se parlent de manière très négative, ils s'insultent même à l'intérieur, voire à l'extérieur, ils peuvent casser une raquette, et ce comportement influe sur la performance, c'est-à-dire qu'on va perdre sa concentration, on va perdre sa motivation, le plaisir à jouer, et plein de choses vont découler de cette attitude. Alors que si on adopte une attitude positive qui permet de rester concentré, qui permet d'être focus dans son match, on va pouvoir adopter un comportement qui va amener à la performance. Il faut s'entraîner combien de fois par semaine à peu près? La préparation mentale, c'est un travail quotidien. Je pourrais le comparer à la préparation physique. Quelqu'un qui a besoin, je prends un volleyeur qui a besoin de travailler sa détente, il va travailler différents groupes musculaires de différentes façons, et le résultat ne va pas venir 2 jours après, ni un mois après s'il s'entraîne qu'une fois. C'est exactement la même chose pour la préparation mentale. C'est un travail, c'est ce qu'on appelle des connexions neuronales, des autoroutes neuronaux pour relier des connexions entre le cerveau et le corps qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, et que plus on travaille, plus on prend l'habitude de le travailler, et plus ça sera facile à mettre en place et à mettre en œuvre. On a eu le skipper évinois Louis Burton qui était dans cette émission. Vous pensez qu'il est parfaitement préparé, lui, avant une échéance comme celle-là? Alors, je pense que vous vouliez réagir dessus. Je pense qu'ils sont bien préparés, et bien sûr, certains d'ailleurs bénéficient d'un préparateur mental, ils sont de plus en plus nombreux. Alors, il faut savoir qu'un skipper qui part faire le Vendée Globe, il l'a dit, il se retrouve seul, le moindre accident ne pardonne pas, surtout quand il était en haut de son mât. Ils sont sujets à d'énormes émotions. Ces émotions, elles peuvent être très positives, mais elles peuvent les faire sombrer. Donc il faut avoir un mental solide, il faut avoir une capacité de concentration très spécifique au Vendée Globe, ou en tout cas à ce métier de skipper, c'est-à-dire que la moindre faute ne pardonne pas, l'océan est de toute façon plus fort que vous. Donc comment faire pour travailler tout ça, comment se placer par rapport à tout cet environnement, ça se prépare. De la même façon, un triathlète ou un marathonien va lui se battre contre lui et contre son envie d'abandonner ou pas, contre les douleurs qu'il a lui, et ça il faut qu'il le travaille. Certaines personnes vont devoir, comme les skieurs, retravailler tout leur circuit visuellement et mentalement, parce que c'est pareil, la moindre erreur peut être fatale. Donc voilà, tous les sports ont besoin d'un niveau de concentration, d'un niveau de gestion d'émotions pour ne pas partir non plus dans tous les sens si jamais le besoin se fait sentir. Dernière question, combien ça coûte, tout simplement, de se faire suivre, d'être préparé physiquement et mentalement? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre parce qu'il y a des tarifs très différents dans le métier. Je vais plutôt répondre en disant, si vous voulez vous investir dans une préparation mentale, suivre un préparateur mental, l'investissement que vous y mettez doit être à la hauteur de l'investissement mental que vous allez y mettre. Alors, je ne veux pas dire que financièrement, il n'y a pas de limite, c'est pas vrai. Tout dépend des circuits, je ne connais pas tous les... Au niveau du foot, on peut voir tout ça sur votre site internet. Exactement. Qui s'affiche justement à l'écran. Très bien. Voilà, merci beaucoup pour votre venue sur ce plateau et répondre à nos interrogations sur cette thématique intéressante qu'est le coaching mental.
Un mot de rugby à présent. La Fédération française prendra une décision le 26 février prochain sur la suite des compétitions de rugby amateur. La FFR précise qu'il s'agit de la date limite pour pouvoir tenir un calendrier des compétitions cohérent et respectueux de l'équité sportive. Mais si la situation sanitaire n'évolue pas, des décisions seront prises. Certaines rumeurs pessimistes parlent d'une saison blanche et d'une reprise à la rentrée prochaine. Toutes les réponses à ces rumeurs sont apportées à la fin du mois. Les Yvelines comptent plus de 30 000 licenciés dans ces clubs de rugby. On prend maintenant à la direction de Poissy. Ce jeudi, le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, et le milieu de terrain Ander Herrera ont rendu visite à des enfants hospitalisés. Le rendez-vous a été organisé par la Fondation PSG. Ils ont distribué à cette occasion des cadeaux de Noël aux jeunes et ils ont évidemment signé quelques autographes lors de cet après-midi. On termine par ces images du camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Ce dimanche, à 2 jours du choc en Ligue des Champions contre le Barça, plus de 300 supporters, dont des membres du collectif Ultra Paris, se sont réunis avec des banderoles, des drapeaux et des fumigènes pour encourager les joueurs parisiens. Et ils ont fait beaucoup de bruit. Le match aller se jouera ce mardi soir à huis clos au Camp Nou en Catalogne. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.